Bonsoir Xavier Domergue. Bonsoir à tous, je vous entends très bien. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Voilà, là du coup on va nettement moins bien parce on voulait faire une bonne impression. Non, mais l'impression est là. Parce que vu le début d'émission, on s'est dit bon... On va se lâcher avant, et après on fera un truc sérieux, mais bon. Alors, Xavier, déjà merci beaucoup avec grand plaisir d'avoir accepté notre invitation ce vendredi. Voilà. C'est un plaisir, entre Bordelais, on se comprend. Voilà une interview qu'elle commence bien. Alors évidemment, est-ce besoin de préciser pour les gens qui ne vous connaîtriez pas, on dit ça? Ouais. Alors, vous préférez qu'on dise quoi? Journaliste ou commentateur sportif? Vous pouvez dire ce que vous voulez. On peut journaliste, commentateur sportif. Alors, journaliste, commentateur. Ce que vous voulez. Football. Passé évidemment par Eurosport, ma chaîne Sport, Orange Sport, Canal+, et depuis 4 ans, c'est ça? Oui, depuis la création de la chaîne en 2012, oui, tout à fait. Sur beIN Sport. Ce qu'on sait moins, par contre, moi personnellement, je ne le savais pas, je l'ai appris en préparant cette émission, c'est que vous avez failli jouer à Libourne, sous la direction de Jean-Marc Furlan, puisque vous avez joué 5 ans en CFA au Stade Bordelais. Oui, tout à fait. Et on vous a proposé de jouer à Libourne alors c'était à l'époque, c'était National ou Ligue 2? C'était National, ça montait en Ligue 2 à la fin de la saison. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez refusé? Qu'est-ce qui vous a... Je pense que c'était... depuis que j'ai commencé à jouer au foot en club, j'ai commencé au Stade Bordelais, assez jeune. Et voilà, je joue en 15 nationaux, en 17 nationaux. Ensuite, j'ai suivi un parcours assez classique, jusqu'à la CFA pendant plusieurs saisons, et tout en alliant aussi, bien sûr, les études. Et j'ai eu des propositions plus jeunes aussi, quand j'avais 14, 15, 16 ans, des Girondins notamment pour venir intégrer le centre de formation, chose qu'à l'époque je refusais catégoriquement parce qu'on avait une certaine rivalité entre le Stade Bordelais et les Girondins qui était quand même assez forte. Et nous, du côté du stade, on n'aimait pas trop l'image que pouvaient dégager et véhiculer les Girondins. Et c'est vrai qu'il y avait une concurrence sur la région à l'époque, c'était pas Libourne, Bordeaux comme c'est devenu après, c'était vraiment le Stade Bordelais et les Girondins qui étaient en grosse concurrence. Et donc voilà, j'ai toujours refusé. Et puis ensuite, j'ai effectivement eu cette opportunité un petit peu plus tard, là où j'étais en plein dans mes études, où je continuais à jouer à un niveau intéressant. Et Jean-Marc, à travers des parcours en Coupe de France ou autre, m'avait sollicité. Et voilà, moi à l'époque j'avais pour projet de partir à Paris pour un stage de fin d'études chez Eurosport, et donc j'ai choisi autre chose, mais j'ai toujours été là-dedans. Le foot, c'est ma passion, c'est quelque chose d'important pour moi, et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir voir des gens au quotidien avec qui j'ai joué, contre qui j'ai joué, et c'est vrai que ça aide aussi un petit peu dans le boulot, dans le quotidien. C'était ma prochaine question, justement. J'allais vous demander, est-ce que on reproche, quand je dis on, le grand public ou les supporters des fois reprochent à certains commentateurs, journalistes, des commentaires des fois un petit peu, on se dit on voit bien, il a pas joué au foot. Ce genre de truc un petit peu bateau. Mais est-ce que justement, je pense que le fait que vous ayez évolué quand même un bon niveau, ça doit vous aider sûrement pour vos commentaires. Oui, peut-être. Après, je pense que les gens doivent le ressentir, sans doute, par rapport à ce qu'on peut employer comme terme à certains moments, des termes peut-être un petit peu plus précis, un petit peu plus foot. Après, oui, ça nous aide parce que encore une fois, il y a des gens qu'on connaît, avec qui on sympathise dans les différents clubs, parce qu'on a joué, donc on a des discussions qui sont peut-être un petit peu plus naturelles aussi avec certains joueurs, certains entraîneurs, et c'est vrai que je pense que les joueurs aussi, l'air de rien, sont relativement vigilants par rapport au match, par rapport aux commentaires, par rapport à plein de choses. Les coachs, on sait qu'ils regardent très souvent les matchs 2, 3, 4, 5 fois avant de se coucher, ou même dans la semaine qui suit. Donc oui, après c'est une relation qui est assez naturelle et assez proche. Il y a une proximité assez nette avec certains joueurs, parce qu'ils ressentent, je pense, à travers ce que l'on peut dire, à travers notre façon de commenter les matchs, qu'on a peut-être un petit vécu et qu'on a joué. Je pense que ça se ressent peut-être un petit peu plus. Il y a des joueurs de Ligue 1 là avec qui vous avez joué ou
Avec qui j'ai joué, contre qui j'ai joué, Mathieu Valbuena, j'ai joué pas mal de fois contre lui. Quand il m'a beaucoup traumatisé à l'époque, parce qu'en plus j'avais le malheur de jouer milieu défensif, donc il était en meneur de jeu, donc je l'avais dans ma zone directe, donc c'était quand même relativement particulier et difficile. Donc voilà, il y a Mathieu, il y a Marwan Chamakh, contre qui j'ai joué avec Hervé Bunier aussi à l'époque au Girondins. Il y avait Pascal Feindouno aussi un petit peu qui jouait par moment avec la réserve des Girondins ou autre. Voilà, pas mal de joueurs de la région, hein, forcément, parce que vu que j'ai grandi ici, j'ai pas mal côtoyé de ces joueurs-là. Sur votre début de carrière, vous avez dit que vous avez travaillé, enfin que vous avez joué au Stade Bordelais et que vous êtes parti à Eurosport. Est-ce que des personnes comme Éric Barrère et Baudran vous ont mis un petit peu le pied à l'étrier? Parce que je sais que Barrère a un lien avec le Stade Bordelais. Ouais, tout à fait. Ouais. Éric a un lien avec le Stade et Baudran était à Eurosport. Ouais, tout à fait, mais absolument pas. Alors, c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'en plus, moi, avant de partir à Paris, j'ai fait un petit peu tout. J'ai fait un peu la presse écrite, la radio et donc la télé. Et c'est vrai que j'ai travaillé chez 8FM où à l'époque Alain, en plus, était responsable. Donc j'étais en stage là-bas pendant une certaine période. Et c'est vrai qu'à aucun moment, on a pu échanger par rapport à l'envie d'aller chez Eurosport. Ils ont pu m'aider ou non. Eric, quand je suis arrivé là-bas, en 2006, était encore en poste chez Eurosport. Il n'est pas resté très longtemps. Ensuite, à peine un an, il est revenu dans la région. Et voilà, pour être correspondant pour Infosport, notamment pour le groupe Canal. Et bien sûr, on en a parlé quand je suis arrivé, parce qu'on se connaissait quand même un petit peu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez rigolo, parce que Eric a eu un très beau parcours journalistique, et quelqu'un que j'ai toujours apprécié, et j'ai ressenti son besoin aussi à certains moments de revenir travailler un peu à Paris, d'intégrer une rédaction peut-être un petit peu plus performante, si on peut dire. Et c'est vrai que on a échangé quand il y avait cette envie de pourquoi pas venir chez Bein. Ça a été là, il y a eu un rapprochement qui était assez net et assez logique, sans parler de relations amicales. Aujourd'hui on est amis effectivement, mais à l'époque ça n'était pas le cas. Et si on peut s'aider dans ces cas-là, c'est bien sûr qu'on le fait. Mais non, avec Alain et Eric, ça il n'y a pas eu de lien de cause à effet vraiment pour revenir chez Eurosport. Mais en tout cas, Eurosport a été pour moi une aventure, je pense, qui a été fondatrice dans beaucoup de choses. Ça a été très formateur et ça m'a permis à travers bien sûr le travail après et beaucoup de choses, mais d'arriver là où je suis aujourd'hui, et j'en suis très très heureux. Alors, pour aborder plus spécifiquement des questions sur votre métier à proprement parler, Adrien, mon petit, je crois que tu as une question. Oui, d'abord, sur la préparation des matchs, est-ce qu'il y a une préparation particulière? Et puis, est-ce que vous pouvez, à beIN Sport, choisir les matchs que vous allez commenter, ou c'est quelqu'un d'autre qui vous met le match que vous allez commenter? Je vais commencer par le choix des matchs, absolument pas. Je pense qu'aujourd'hui, et puis je fais partie des plus jeunes aussi dans le métier, et puis dans la position entre guillemets qu'on occupe aujourd'hui. Et alors, les anciens se permettent peut-être de le faire. Moi, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je suis très clair là-dessus. C'est-à-dire qu'ils savent aussi que je viens de Bordeaux, que j'ai pas mal de joueurs que je connais, que le club je le connais bien. Donc quand Bordeaux par bonheur se qualifie pour la Coupe d'Europe et pour la Ligue Europa, forcément je les suis davantage. Quand ce qui implique qu'ils jouent dimanche, donc à ce moment-là je fais souvent jeudi-dimanche. Et c'est vrai que pour moi c'est très appréciable. Donc dans ces cas-là, oui, parce que je les choisis pas, mais c'est assez naturel aussi dans leur choix à eux. Ensuite, non, j'ai pas. Moi, je n'interviens pas là-dedans. Et concernant la préparation des matchs, moi je prépare les matchs un peu de la même manière, que ce soit, je vais dire une bêtise, mais la semaine prochaine je fais Manchester City Celtic en Ligue des Champions mardi. Petit match. Petit match, mais je le prépare de la même façon qu'un Lorient Guingamp en Ligue 1 le week-end, si vous voulez. Pour moi j'ai une ligne un petit peu directrice. Je travaille entre 4-5 heures par match. Et voilà, j'essaye de chercher mes informations sur les séries en cours, sur les séries à domicile, à l'extérieur, sur les petites histoires qu'on peut avoir aussi par joueur, sur le parcours.
les petites anecdotes, les buts, les passes décisives dans les saisons précédentes. Et voilà, j'ai toujours cette ligne-là chaque semaine, que j'ai 2 matchs ou 4 ou 5 matchs dans la semaine. Je passe à peu près le même temps à chaque fois. Et c'est aussi, même si ça prend du temps, à travers le déplacement, c'est pas toujours évident, mais c'est quand même un moment qui est appréciable aussi, parce que c'est important de travailler, de bien connaître les joueurs. Quand on a des matchs un peu creux où il n'y a pas beaucoup de rythme, c'est là où c'est peut-être intéressant de pouvoir avoir 2-3 anecdotes sur tel ou tel joueur dans le parcours ou dans l'histoire personnelle. Alexis, tu as une question. Oui, pour rebondir sur ce que disait Adrien, du fait que vous soyez Girondin, est-ce que quand vous arrivez au Matmut Atlantique pour commenter un match des Girondins, vous avez un petit peu vous êtes libre, je veux dire, vous êtes libre à faire ce que vous voulez en sachant que vous êtes Girondin vous-même ou pas du tout? Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses? Oh, j'arrive à être objectif. Voilà, c'est mon boulot. Mais au-delà de ça, c'est déjà, pour vous raconter un petit peu, la première fois que j'ai eu la chance de venir à Chaban, à l'Escure, enfin comme on veut, pour moi ça a été un grand bonheur parce que j'ai des souvenirs qui sont extraordinaires, un peu comme vous, chacun, je pense, notamment à l'épopée de 96, avec notre cher Gaëtan, avec qui j'ai la chance de travailler aujourd'hui. Ça aussi, ça fait partie des rêves auxquels on pense inaccessibles. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on devient amis. Et c'est des choses qui sont assez exceptionnelles. Et c'est vrai que ces souvenirs-là, quand j'étais en tribune face au Slavia de Poborski, face à l'AC Milan, enfin, c'est des souvenirs qui sont extraordinaires. Et la première fois que j'ai eu la chance de commenter les Girondins à Chaban, j'étais comme un gosse et même j'avais une pression encore supplémentaire par rapport aux autres événements que j'ai eu la chance de vivre. Et alors pour rien vous cacher, au Matmut Atlantique, ça ne fait pas du tout la même chose. Voilà, c'est un stade qui est exceptionnel, vraiment. Alors aujourd'hui, bien sûr, il faut qu'il y ait une histoire qui se crée. Ça demande quelques saisons, quelques mois, quelques années, mais et pourtant on a la chance d'avoir les ultramarines et les supporters des Girondins qui sont présents en nombre, et heureusement. Et non, après l'impartialité, je pense que fait partie de notre métier. Moi, j'ai toujours été, voilà, je suis bordelais de naissance, je suis bordelais dans le cœur, et voilà, moi, commenter les Girondins de Bordeaux, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur, et j'ai la chance d'être ami avec un ou deux joueurs un peu plus. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Après, certains disent, ouais, vous êtes gentil avec les Girondins. C'est pas la question que je sois gentil avec les Girondins, c'est que en règle générale, je suis un peu gentil avec tout le monde. C'est-à-dire que je suis pas là pour critiquer. Je suis pas dans la polémique. C'est quelque chose que j'aime pas. On est là pour faire vivre un événement et pas autre chose, quoi. Alex. Ouais, justement, vous parlez du Matmut Atlantique. Vous avez commenté des matchs à l'Euro, il me semble, à ce stade-là. Oui. Et quand vous voyez l'état du stade avec 15 000 spectateurs pour voir les Girondins, quel effet ça vous fait quand vous voyez que pendant l'Euro, c'était plein? Ça me rend triste. Ça me rend triste parce que effectivement pour l'Euro, j'avais eu la chance aussi de faire le match d'inauguration face à Montpellier. Oui. C'était extraordinaire. Quand on voit ça, on a envie que ça se passe toutes les semaines. On a envie de voir ce stade rempli. Malheureusement, effectivement, ça n'est pas le cas. Alors c'est bien pour sortir du stade. Par contre, c'est quand même beaucoup plus simple. Du temps, ouais. Donc ça c'est un point positif parce qu'on a pu le voir aussi bien sur le match de Montpellier que sur les demi-finales du top 14. Ça m'était quand même une catastrophe. Mais depuis, c'est vrai que de ce côté-là, on n'est pas gêné. Donc ça c'est positif. Mais non, sans rire forcément, moi ça me déçoit de voir ce stade qui est un outil magnifique, de le voir aussi peu rempli chaque week-end. Alors j'ai envie de croire qu'avec des résultats, avec tout l'engouement qu'il peut y avoir derrière, ça peut changer. Je l'espère. Maintenant, ce stade est magnifique, 42 000 places, c'est super. Après, je me dis que c'est peut-être un petit peu trop, aussi que c'est peut-être un petit peu présomptueux par rapport à ce que l'on aurait pu attendre comme monde et comme affluence en règle générale tous les week-ends. Parce que si on se souvient de Chaban, sur les derniers matchs, c'était quand même loin d'être rempli. Les dernières saisons, c'était quand même loin d'être rempli aussi. Le stade était nettement plus petit, donc voilà, après moi j'ai envie de voir ce stade rempli, j'ai envie de voir Bordeaux retrouver la Coupe d'Europe, j'ai envie de voir tout ça.
Et alors si, quand il y avait Francfort qui est venu se déplacer à Bordeaux, on était content parce que le stade était plein, heureusement qu'ils étaient là. Mais ouais, Liverpool, ouais, mais Francfort c'est particulier parce qu'il y avait, je crois que ce soir-là, il devait y avoir 20 000 ou 22 000 personnes, il y avait 15 000 supporters de Francfort, donc c'était spécial. Voilà, après c'était extraordinaire. On a envie de revivre ces moments-là, on espère que ça va arriver dans pas très longtemps. Cyril. J'avais une question sur la présence pour les gens qui allaient au stade. Il y a eu en début de saison la LFP qui a lancé un hashtag on va au stade. Est-ce que BeIN, la direction de BeIN et les journalistes y ont été associés? Est-ce que c'est une demande des chaînes d'avoir du monde dans les stades? J'ai envie de dire oui, naturellement, parce que vous le savez sans doute en regardant les matchs quand même, c'est vrai que quand on voit notamment à Bordeaux, alors j'adore les fauteuils gris et blancs, là c'est quand même très sympa, mais quand on a les caméras... c'est les loges en plus. Voilà, c'est les loges et c'est assez mal filmé. On connaît le fonctionnement, mais malheureusement on peut pas aussi se mettre autre part, donc ça c'est un peu le souci. Et le problème aussi de ces loges, c'est que les gens sont tous sur la terrasse, donc du coup ils n'empruntent pas les sièges, donc à partir de là, les sièges sont forcément vides. Okay. Mais c'est vrai que malheureusement, oui, on voit ces stades qui sont relativement vides et nous, évidemment, qu'on a envie de voir des stades remplis tous les week-ends, évidemment qu'on a complètement adhéré à cette chose-là. Et voilà, moi, en ce moment, je suis pas mal Saint-Etienne et même s'il y a un petit peu moins de monde ces derniers temps, quel bonheur de voir Geoffroy Guichard rempli, quel bonheur de voir effectivement cette ferveur populaire. Alors voilà, vous devez je ne jette pas du tout la pierre aux Girondins parce que moi ce que j'aime malgré tout quand il n'y a que ces 15 000 personnes, c'est qu'il y a du bruit, c'est qu'il y a le virage chute qui existe toujours. Et ça c'est important quoi. C'est important et il faut continuer parce que vraiment, sachez que nous ça nous fait vraiment beaucoup de plaisir et ça nous procure des émotions même si le stade est très très loin d'être rempli. Mais oui, on adhère à ce genre de choses et d'initiatives de la part de la Ligue. Adrien. Mais après, c'était une question sur l'équipe qu'il avait avec lui. Vous commentez souvent avec Patrice Ferry. Ouais. Est-ce qu'à Saint-Etienne, c'est à chaque fois Margot Dumont et à Bordeaux, à chaque fois Gaëtan Huard? Margot Dumont, reçoit lundi. Margot Dumont que nous recevons lundi soir. Très bien. Voilà. On fait une semaine spéciale BeIN. On fait une c'est magnifique. On fait une doublette BeIN Sport. C'est super, c'est gentil en tout cas. Ouais, c'est souvent associé comme ça parce que Gaëtan, on le sait, on connaît son histoire avec les Girondins, évidemment. Donc Gaëtan vit ici, donc c'est quand même plus facile aussi pour beaucoup de choses. Donc en général, il tourne entre Bordeaux, Toulouse, Nantes. Il le fait plus trop parce qu'on a Maxime Bossis qui est là-bas, donc il reste bien là-bas aussi. Mais oui, c'est Gaëtan et très franchement, c'est un régal et c'est un plaisir de l'avoir à chaque fois parce que alors il arrive quand même, je trouve, à rester objectif, chose qui n'est pas évident. Alors parfois il parle de on en parlant des Girondins. Oui. Voilà, ça, on peut pas lui, on peut pas lui reprocher malheureusement, mais à côté de ça, il reste quand même, je trouve, très objectif sur ce qu'il peut dire en après-match, notamment sur ses analyses au niveau du jeu. Qui peut partager avec Alain, notamment sur Gold FM ou autre, ou voilà, moi je l'entends parfois sur cette radio-là. Et oui, c'est souvent Gaëtan à Bordeaux et Margot, c'est devenu un peu par la force des choses Saint-Etienne, parce que c'est un peu paradoxal, parce que Margot est lyonnaise, supporter de l'OL à 350%. Et voilà, aujourd'hui ils en jouent un petit peu, parce que elle s'entend bien avec Christophe Galtier, Christophe qui est quelqu'un de très appréciable, ils en jouent beaucoup effectivement. Et voilà, ça fait partie d'un jeu. Aujourd'hui, le club s'est pris d'affection aussi pour elle, aussi bien Christophe que la présidence, notamment Roland Romeillet, et voilà. Donc oui, forcément, au bout d'un moment, on arrive à créer un peu des liens avec certains joueurs, un peu plus que, certains clubs un peu plus que pour d'autres. Et du coup, ça fonctionne. Donc effectivement, Margot est aujourd'hui un petit peu cantonnée à la SSE, et puis Guéguette, c'est des Girondins, mais pour son plus grand plaisir aussi. Moi, juste quelque chose, parce que tout à l'heure on parlait de neutralité entre guillemets dans les commentaires. Ouais. Mais moi, il y a quand même un truc qui me chiffonne un petit peu, c'est qu'on essaye, quand je dis on, je sais pas si vous vous souvenez quand Landry Nguemo marque face à Lille sur sa frappe contre. Ouais, je m'en souviens très bien. Et je commentais pas d'ailleurs ce match, mais je m'en souviens très bien.
et que ça brise la série d'invincibilité des Niama Et que qui tout le donc monde vient se jeter dans les bras de Guéguette. voilà, et que tous les Bordelais vont voir Ouais. Gaëtan Huard. Et puis derrière, on a un petit peu entendu sur certains réseaux, sur certains trucs, ouais, voilà, alors les Bordelais. Mais Même Rio, hein. Même Rio. oui, oui. Même Rio qui pourtant est un enfant du club. Hein. Voilà. Donc, même Rio effectivement critiquait ce genre de choses. Ouais. Mais j'ai envie de dire, moi, je trouve ça un peu dommage. Par exemple, alors mercredi, vous étiez à Nantes pour Nantes-Lyon, si je dis pas de Ouais. bêtises. D'ailleurs, Tout vous à avez fait. assisté au dernier match de René Girard en tant qu'entraîneur Ouais, de ouais, Nantes. ouais, malheureusement. Ça Ouais. devait être, franchement, j'ai vu que des morceaux, mais ça devait être assez terrible. Un coup. Ah, c'était terrible. Et puis on connaît l'ambiance qu'il y a à Nantes. En général, elle est quand même magnifique, l'ambiance de la Beaujoire. Voilà, et ils se sont et tous là- barrés à un quart d'heure de la fin. Ouais, c'est d'une tristesse et même, c'était même pas feutré, c'est-à-dire qu'il y avait quand même volontairement, ils ne chantaient pas. Mhm. On avait l'impression de jouer un match à huis clos dans un stade qui habituellement nous réserve quand même une ambiance magnifique. Et c'est vrai que c'est terrible, c'est dur, mais après voilà, René, en plus je le connais un peu personnellement, donc je sais que c'est quelqu'un de bien, c'est une personne de caractère et j'avais eu un petit peu la discussion aussi avec lui. Quand il m'a dit je vais aller à Nantes, très honnêtement, je suis très ami avec Nicolas, son fils aussi, et je lui ai dit Ça va pas le faire. si je peux me permettre, René, je te connais, je connais Nico. Avec Kita, ça ne marchera pas, même 2-3 mois maximum, ça va exploser. Ah bah là, Je me vous dis, mais avez- non, ça va aller. Je dis, non. Je dis, René, Kita, moi, je vois comment il fonctionne. Je connais un peu son fils qui est directeur général aussi. Enfin, bon, je connais un peu le club et je me suis dit, je le connais lui aussi. Et je me suis dit, non, ça marchera pas. Et évidemment, que ça n'a pas marché. Donc, après, malheureusement, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il aurait aimé avoir plus de choix sur son recrutement, sur les priorités. Il ne l'a pas eu. Et voilà, aujourd'hui, l'aventure s'arrête. Mais bon, j'avais dit en même temps qu'il vaut mieux pour eux aussi parce que ça pouvait pas continuer comme ça, quoi. Alexis. Ouais, pour rebondir sur la Ligue 1, voilà, moi j'ai une question. Sur ce début de saison, quel match vous a fait le plus plaisir en le commentant sur cette saison-là? Ça Sur peut être cette un match des saison- Girondins, on vous dira. C'est cool, hein. Y a pas de Ouais, souci. mais malheureusement, j'ai pas fait beaucoup les Girondins. Vous cette n'avez pas saison. fait Bordeaux-Saint-Etienne, c'est dommage, c'était ça. Ouais, non, j'ai pas fait Bordeaux-Synthé, j'ai fait Guingamp-Bordeaux. Ouais. J'ai fait Guingamp-Bordeaux. Ah, Ouais, C'est c'était le moins seul match que gentil. j'ai fait de la saison. Ouais, c'est vrai, je suis désolé. Mais, non, j'ai eu la chance de faire un Nice-Monaco là en début de saison qui était 3-0, assez c'est sympa. 4, même Oui, si je voilà. dis pas de bêtises, si je me trompe pas. Mais ça avait été un match assez bizarre, assez paradoxal parce que Monaco avait fait une entame sur les 12 premières minutes. On se dit qu'ils vont en mettre 5 ou 6. ah oui, c'est l'ouf. Et à partir de là, il y a un but de Paul Bass qui est passé par chez nous aussi, hein, si je dis pas de bêtises, Ouais. Ouais. qui marque de la tête. Et là, le jeu de Monaco s'est complètement effrité. On s'est rendu compte que Monaco, quand ils sont menés au score, en fait, c'est assez difficile. Et je pense qu'ils n'ont pas trop l'habitude aussi cette saison. Et à l'arrivée, Nice a récité un peu son football. Il y avait le doublé de Balotelli, il y avait une ambiance qui était magnifique. C'était un derby, forcément un match particulier. C'est peut-être l'un des matchs les plus sympas que j'ai vécu cette saison. Alors, ça tombe bien qu'on parle de Monaco, de Nice, parce qu'on va attaquer la partie Ouais. un petit peu plus Ligue Ouais. 1, et puis on finira avec le plat de résistance, à savoir les Girondins. Avec plaisir. Cyril, sur la Ligue 1. Moi, c'était plus sur vous, sur votre métier un petit peu. Ok. On voit avec Bean, vous êtes quand même assez installé. Est-ce que vous voyez un avenir pour vous à la radio, puisque vous avez commencé par la radio? Est-ce que c'est possible un jour de vous retrouver dans une émission de radio? Tout à l'heure, vous parliez un petit peu Champion d'analyse. des... Non, mais on peut penser... Avec plaisir, hein, vous savez. Ah ben, Ah, mais, Venez quand vous voulez. il en fallait pas Voilà. plus. Non, mais il y a quand même des groupes... Par contre, on paye pas vraiment avec de l'argent. Hein, c'est- Non, mais ça, vous en faites pas. Non, mais il y a des groupes radiophoniques qui engagent souvent qui font Ouais. des émissions tous les soirs. Donc, est-ce que ça peut être une piste pour vous? Et une autre question, parce que Margoton, cet été, ça a été un petit peu Ouais. l'histoire. Est-ce que pour être un commentateur, l'équipe de France, c'est le Graal? Parce que c'est un petit peu il y a eu Thierry Gilardi, le regretté, Thierry Roland, Margoton. Est-ce que c'est vraiment On parle pas de Christophe Pierre. le poste ultime pour un commentateur?
c'est difficile à dire parce que Grégoire Margoton était quand même très très bien servi chez Canal. Il avait quand même la chance de faire l'affiche de Champions League, il avait l'affiche souvent du dimanche de Ligue 1. Et alors effectivement, en termes d'image, je pense que Canal ne pourra jamais lutter face à TF1 sur les matchs d'équipe de France. Maintenant, dans son quotidien, connaissant un peu la personne, même s'il travaille un peu sur Téléfoot, il fait quand même des choses un petit peu sur LCI aussi, donc il est occupé dans son quotidien. Mais je pense que malgré tout, ça doit quand même un petit peu lui manquer. La Ligue 1, parce qu'on critique beaucoup la Ligue 1, mais je pense que la Ligue 1 doit quand même un peu lui manquer. Les grandes soirées européennes aussi de Champions League, on sait que dans les saisons qui vont venir, TF1 risque de perdre aussi pas mal de matchs de l'équipe de France, ça va se partager de plus en plus avec M6 aussi, donc le Graal, je ne sais pas si c'est le Graal, sans doute en termes d'image, de notoriété et peut-être sur l'aspect financier, je pense qu'effectivement, c'est peut-être le Graal dans ce cas-là, dans ces différents cas-là. Pour le reste, je suis pas certain. Après, pour rebondir sur la radio, moi, j'ai commencé là-bas et c'est vrai que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la radio. Je trouve qu'on a une grande liberté. Je trouve qu'on véhicule aussi un message qui est différent. Je vous entendais un peu parler de ça et c'est vrai qu'en radio on a tendance à s'enflammer beaucoup plus qu'en télé et c'est quelque chose qui est naturel parce qu'on n'a pas l'appui des images, donc il faut qu'on fasse vivre et qu'on écrive beaucoup plus les actions, donc on a envie de s'enflammer plus. Moi c'est quelque chose, je fermerai jamais la porte à la radio parce que c'est un média que j'apprécie beaucoup. Il faut qu'on commande des matchs, les gars, alors. Il faut déjà qu'on puisse avoir accès à quelque chose qui ressemblerait à un début de stade, tu vois. Le stade bordelais, allez. Saint-Germain, je peux pas monter. Ouais, allez, voilà, on va déjà commencer par Saint-Germain. Si un jour on commente un match du stade bordelais, histoire de se chauffer un peu, ou les filles. Voilà. Cyril. Juste après, là on va passer un petit peu sur une question moi qui m'intéressait. Alors c'était plus sur votre profession là proprement parlé, notamment sur le groupe Canal. On voit qu'il se passe quand même quelque chose de grave avec la gestion de Monsieur Bolloré. Comment ça c'est toi qui le juges. Après chacun. Pour moi je trouve ça je peux comprendre. Comment ça se passe dans votre profession aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que vous avez des retours à Paris? Comment ça se passe? Pas nécessairement, même si les médias ont souvent voulu parler de guerre entre Canal+ et BeIN. Il faut quand même savoir que ça n'a jamais été le cas entre nous parce que ça reste quand même un petit monde où on se connaît quand même tous et donc forcément on échange et on est au courant de ce qui se passe. Dans quelle mesure bien sûr tout ça se passe, le malaise qu'il y a au quotidien parce qu'il y a un gros malaise depuis plusieurs mois. Alors sur le côté sport, ça se sent peut-être un petit peu moins que sur le reste. Maintenant oui, les gens sont touchés parce qu'effectivement ils sentent en permanence qu'ils sont sur un siège éjectable et que pour la plupart du temps, aucune raison valable, leurs postes peuvent sauter et puis ils peuvent du jour au lendemain ne plus rien faire. Donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est une situation qui est très très délicate à gérer. Maintenant, après mon point de vue, moi sur ce qui se passe, je pense qu'il n'intéresse pas grand monde, mais je pense que c'est quelqu'un aujourd'hui qui a repris le pouvoir, qui a envie de mettre sa patte sur la chaîne, sur tout ça, qui a envie de montrer que c'est lui le patron, que c'est lui le boss, et donc il fait un petit peu ce qu'il veut. Et comme souvent, ça se passe comme ça malheureusement. Il marche aussi un peu à l'affectif, les gens qu'il aime, il les met en avant. Et puis si jamais ça marche plus, il n'a aucun mal à les sortir et puis à changer. Et donc voilà, la situation instable est quand même difficile à vivre au quotidien et même si encore une fois au niveau du sport, nous on échange beaucoup avec les différents commentateurs de Canal et ça se ressent quand même nettement moins. À l'antenne, ça se ressent, oui, ça se ressent. Ça se ressent pas, à l'antenne. Non, pas du tout. Alexis ou Cyril, un des deux, faire un choix, et après on passe sur les Girondins, la Ligue 1. Alors, je sais pas si sur Twitter vous suiviez Claude Pez, qui est devenu le nouveau community manager des Girondins. Que l'on salue, qui est un ami. Voilà. Donc,
À Bordeaux, notamment, pour parler, puisque c'est Girondin, moi j'estime qu'au niveau de la communication du club, On est nul. il pourrait y avoir de vraies améliorations. Est-ce que pour un communicant comme vous, est-ce que ça peut être un débouché de carrière à un moment donné d'intégrer un club professionnel pour développer la communication d'un club? Que ça soit à Bordeaux Ça peut. ou... Ouais. Ça peut, par rapport à ce dont on parlait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que moi le foot c'est ma passion, c'est ma vie, et aujourd'hui j'ai la chance de faire un métier que j'ai toujours rêvé de faire. J'ai rêvé d'être footballeur professionnel et je m'en suis peut-être pas donné les moyens à 300%. Ensuite c'est quelque chose que vraiment j'avais envie de faire et aujourd'hui je mesure la chance que j'ai au quotidien de faire ça. Mais c'est vrai que quelque part ça reste peut-être de la com, mais on est quand même dans le sportif quand même au quotidien. On est quand même proche des joueurs, on est quand même proche du terrain. Je connais des gens dans différents services de com, dans différents clubs qui travaillent de manière totalement différente. Donc effectivement, on peut reprocher un petit peu, je dirais pas un manque de travail, mais un petit peu d'aspect dilettante du service com. Ça n'est pas réellement le cas quand on les voit au quotidien. Moi, on a beaucoup à faire avec les attachés de presse et tout ce qui va avec. Ça se passe quand même globalement bien. Alors on est toujours perfectible et on peut toujours faire mieux, ça c'est sûr, et peut-être qu'avec un minimum de vécu, aussi bien au niveau du terrain qu'au niveau des médias, au niveau tous ces niveaux-là, peut-être qu'on peut apporter quelque chose de plus. En tout cas, oui, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Alors au Girondin, j'en serais le plus heureux, forcément, parce que j'aurai la chance de revenir chez moi, dans ma ville, donc ce serait un grand plaisir. Si Jean-Louis nous écoute. Ouais, Jean-Louis que j'apprécie particulièrement, bien sûr. Si ça peut vous rassurer, il n'écoute pas, hein, on le sait. Ah, ça y est, c'est vrai. Ah ben, si vous voulez, ça fait 7 ans qu'on l'invite, ça fait 7 ans qu'il veut pas venir, donc à un moment donné... C'est quand même pas très sympa, ça. Non, il ne Bah, s'adresse après, qu'aux médias du club et aux médias nationaux. C'est un peu logique après. Oui, non, mais je conteste pas, mais... Ouais, mais à côté de ça, une Un invitation petit geste. comme ça dans un... On peut se faire un petit barbecue. On passe un bon moment, en plus, ça lui plaît, ce genre de moment, c'est quand même... En C'est un plus, bon tous les communicant. invités qui viennent en studio, on les soigne quand même. Pour ceux qui savent pas, on fait un petit avant l'émission, petit repas, petit machin, on se met bien. Ah, je n'en doute pas. Donc, bon, tant pis, Jean-Louis, si tu nous réécoutes, à savoir, on sait jamais. Allez, il reste, on est bien, on est très très bien. On va quand même attaquer la partie... Le gratin. le gratin, à savoir la saison des Girondins. Allez. Déjà, avant d'attaquer sur la saison à proprement parler, un petit mot sur votre vision de la gestion du club, on va dire depuis 7 ans, depuis l'après-titre, là où ça a commencé un petit peu à tout, vaciller. année après année, à régresser. Et puis, sur cette saison plus spécifiquement, vos impressions sur Gourvenec, est-ce que vous êtes confiant, qu'est-ce que vous attendez, comment vous le sentez? Je vais commencer par la gestion du club, je vais être rapide. Ouais. Je pense que vous l'avez tous aussi évoqué, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Je pense que cet après-titre 2009 a été géré de manière catastrophique, notamment au niveau des contrats. Je pense que ça a été le début de la fin, malheureusement. Et je vous parle pourtant des contrats qui ont été quand même négociés sur de très longues durées. Je suis ami très proche de Marc Planus depuis très longtemps. On a fait tout notre parcours, le parcours scolaire ensemble. Et c'est vrai que Marc, quand il sort de ce type-là, qu'il signe un contrat de 18 ans, je trouve quand même ça assez incroyable, sans parler de ce qu'il gagnait, parce que ça, après, c'est la vie et on sort d'un titre de champion de France. Mais je pense que ça a été très très mal géré. Et je pense qu'ils le savent, ils en sont conscients et je pense qu'ils feront plus les mêmes erreurs. Maintenant, depuis, il y a eu différents coachs qui se sont succédés. L'année dernière a été une saison très compliquée. Je trouvais qu'on a mis beaucoup de temps à prendre une décision. Trop longtemps, à mon avis. Si on l'avait prise plus tôt, je pense que les Girondins auraient peut-être pu se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc en se libérant d'Ouli Sagnol. Ouais, je pense. Je pense parce que j'ai fait beaucoup les Girondins la saison dernière, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat le week-end. Et si vous voulez, il
j'aime bien les statistiques, mais il y en a qui parlent quand même pour elles-mêmes aussi. Quand on regarde la stat des compositions d'équipe, moi je veux bien tout entendre. Il y a beaucoup de blessés, il y a des suspendus, tout ça c'est très bien. Mais je crois que sur 88 compos d'équipe en match officiel, il y en a 86 de différence. Il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je pense qu'il faut voir aussi les choses en face. Et je pense que le symbole de tout ça, malheureusement, ça a été André Pocco. Après, il a eu beaucoup de problèmes par la suite qu'on connaît, mais alors on a juste, excusez-moi, mais on a le quand même fan officiel. Voilà, on a quand même dans ce studio Adrien. Il y a même le trophée Pocco. Qui a deux fans aux Girondins, c'est Pocco et Téline, c'est dire. Ah ouais, non, ça c'est dur. Ouais. Je comprends l'ironie là. Mais c'est même pas vrai, mais il est vraiment, enfin, c'est c'est pas fan, il aime bien. Je comprends tout ce qu'on peut dire sur lui, mais après c'est un joueur qui est excessivement généreux, qui fait avec les qualités qu'il a et voilà, c'est un milieu de terrain quoi. C'est pas un latéral, c'est pas un milieu de terrain couloir, c'est pas voilà. Donc moi je pense que quand il y a une période qui est difficile, il faut savoir tout simplement remettre les joueurs à leur poste. Et ça, c'est quelque chose que Willy Sagnol n'a pas fait. Et alors on attend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça bouge pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions quoi. Et on est 12e. Ouais, et puis voilà, on est 12e, on fait une saison blanche, la Coupe d'Europe, on n'en parle pas, dans un groupe qui était quand même pas si compliqué que ça aussi. Ah oui. Donc voilà, après il y a beaucoup de regrets par rapport à, malgré tout ce que les gens ont pu dire, la qualité de l'effectif, qui je pense était, malgré les blessures longues qu'il y a eu, je pense à celle de Greg Sertic, je pense à, voilà, ça a été des gros coups durs dans la saison, certes. Maintenant, je pense très sincèrement qu'il y avait mieux à faire sur la saison dernière. Après, la décision a été prise, ça a été tard. Pour moi, mais en revanche, là, je vais être beaucoup plus positif sur ce qui se passe depuis le début de la saison parce que j'ai eu la chance de connaître aussi un petit peu le staff, l'ancien staff de Guingamp, avec Jocelyn, avec Eric Blaïc notamment, et très honnêtement, je pense que c'est les gens qu'il fallait pour le club, parce que c'est des gens qui ont une vision du foot moderne, c'est des travailleurs qui laissent rien au hasard, c'est-à-dire que j'ai eu ouï dire de pas mal de situations où à l'entraînement, ils sont à la fois très proches du groupe et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils savent le dire aussi. Et j'ai une anecdote sur une arrivée d'un joueur en retard à l'entraînement, il est arrivé 3 minutes en retard, il lui a dit tu fais tes valises, tu repars chez toi, tu t'entraînes pas. Voilà. Et voilà, je pense qu'à un certain moment, il faut savoir aussi être comme ça. Est-ce que par hasard ce joueur n'était pas à Bastia mercredi? Parce que j'ai une idée dans ce cas-là de qui c'était. C'est possible. Est-ce qu'il viendrait d'Amérique du Sud? Il y en a deux là. Et ses initiales seraient 2 fois la même lettre. Je pense que vous êtes pas mal. Je pense que vous êtes pas mal. Impeccable. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a ça, et d'autre côté, il y a un Willy Sagnol qu'on pensait qui était très rigoureux, qui était tout ça, mais les mecs arrivaient à n'importe quelle heure, ils disaient rien. Et voilà, je pense qu'il y a eu des soucis aussi de ce côté-là. Jocelyn, c'est la rigueur, c'est le travail, c'est quelqu'un qui ne laisse rien au hasard. Aujourd'hui, il a un groupe qui est ce qu'il est. Il y a de la qualité malgré tout et il le sait. Et je pense honnêtement que c'est l'homme de la situation pour le club. Alors il n'a pas beaucoup de latitude au niveau recrutement, ça il le savait aussi malheureusement. Maintenant il met en place petit à petit son schéma, il cherche encore la formule. Je pense que de faire jouer Jérémy Ménez en 10, je pense que c'est une des meilleures solutions à mes yeux. Pour en avoir un petit peu discuté avec eux, je pense qu'il a besoin de retrouver des repères à ce poste-là. Mais à mon avis, c'est là où il faut qu'il évolue. C'est un joueur qui est capable de, quand il part de loin, quand il prend de la vitesse, il est quand même difficilement arrêtable. Donc voilà, je pense qu'il est en train peut-être encore de chercher la formule, mais ce 4-4-2 en losange fonctionne plutôt bien. La gestion des joueurs est plutôt bien faite. Après, il y a le cas Cédric Carasso qui est terrible parce que voilà, il faut le gérer, c'est dur. Et Paul Bernardoni alors? Pardon. Oui, mais... avec la blessure de Cédric Carasso, il va rester là, Paul Bernardoni. De toute façon, il avait émis le souhait d'être prêté. Le club était à l'écoute aussi. Et je pense qu'à un moment donné, aujourd'hui, on ne connaît pas non plus vraiment la durée de disponibilité de Cédric Carasso. C'est un peu le souci. Donc forcément, aujourd'hui, il est là pour être numéro 2 derrière Jérôme Priant. Mais je pense que voilà, je pense qu'avec Jocelyn Gourvenec, avec Kevin Planté, avec toute cette équipe-là, Eric Blaïc, je pense que les Girondins ont fait le bon choix. Et puis on va vous demander de vous mouiller un peu. Allez, un pronostic sur le classement des Girondins à la fin de la saison.
Quand je vois le classement aujourd'hui, et je me dis que les Girondins sont 5e avec un manque de constance quand même évident depuis le début de la saison, je me dis qu'il y a de belles choses à faire, sachant que tout n'est pas encore en place. Et que quand un joueur comme Jérémy Ménez va retrouver la pleine possession de ses moyens, quand j'espère que Roland va être un peu moins fatigué par ses allers-retours en Uruguay, mais quand il va pouvoir retrouver lui aussi un peu de constance, voilà, j'ose penser, je pense à Jérémy Toulalon aussi qui est quand même en grosse difficulté là depuis quelques matchs. À Bastia, ça a quand même globalement été très dur, je trouve personnellement. Et voilà, après tous ces joueurs-là, je pense qu'ils vont se mettre en route tout doucement et j'ose espérer qu'il va avoir de belles choses à aller chercher à l'arrivée. Et alors je pense que Monaco, le PSG, Nice, ça risque d'être un petit peu compliqué peut-être, mais Marseille, 4e, 5e place, je pense que c'est largement jouable cette saison. Oui. Vu le niveau de la Ligue 1, je pense, ouais. C'est jouable. Cyril. Et puis après, est-ce que vous auriez un match que vous rêveriez de... c'est la question que j'avais posée. De commenter. On vous donne une machine à remonter dans le temps qui va dans le passé et dans le futur. Ou un Bordeaux-Barcelone en quart de finale Ligue des Champions 2026. Voilà. Votre match ultime, le truc ultime que vous... Soit qui a déjà eu lieu, soit, comme dit Cyril, une finale de Bordeaux en Ligue des Champions contre le Real, contre le Barça. S'il y a un match, le match de votre carrière. Le match en carrière, c'est dur. C'est dur ce que vous... Alors un top 3. Non. J'ai eu la chance déjà de faire la Coupe du Monde en 2014 et voilà, une finale de Coupe du Monde pour moi ce sera extraordinaire. Après l'affiche, je veux dire un France-Espagne parce que j'adore l'Espagne et la France bien sûr c'est nul, donc voilà. Après sur la Champions League, oui j'aimerais voir Bordeaux en finale, un Bordeaux-Barça ça me plairait forcément. ça c'est une évidence. Voilà, j'ai des objectifs un peu dans ma tête. Quand on a eu la chance de déjà à mon âge faire une CAN de championnat d'Europe et une Coupe du Monde sans parler de ce qu'on fait au quotidien et toutes les semaines, voilà, sachez que j'en profite vraiment au quotidien et je la mesure cette chance-là et voilà, j'ose espérer que ça va faire que grandir et que plus ça va aller, plus je vais pouvoir aller loin dans les grandes compétitions et voilà, j'ai pas d'affiche vraiment rêvée. Après, je vais me fâcher si je vous dis que je suis un peu PSG aussi à l'intérieur. Donc, moi, ça me... Vous m'aurez dit Marseille ou Lyon, ça m'aurait plus dérangé. Non, pas Marseille ni Lyon, non, mais le PSG parce que simplement j'ai mon père qui a bossé au PSG pendant 9 ans et il a bossé 9 saisons là-bas et à cette époque-là, moi j'étais gamin, j'ai vécu les déplacements en avion avec les joueurs, Wea, Ginola, Bravo. J'allais dire, c'était les années voilà. magiques, quoi. Et c'était vraiment, moi c'est des souvenirs de gamin qui sont à jamais gravés voilà, dans ma tête et dans mon cœur. Donc, votre père donc voilà, le PSG, Montpellier, non ? Ouais, ensuite ensuite après le PSG, il a passé ses diplômes d'entraîneur, il a été entraîneur au Havre d'abord. Et ensuite à Montpellier, et puis après les relations avec notre ami Loulou Nicolin sont jamais évidentes au quotidien. J'allais dire, ça fait quoi de passer de Rai, Leonardo à Nicolin et Michel Mézy. Physiquement ça change, ouais, déjà, ça change pas mal. Mais mais après, après il a eu des relations aussi fortes que difficiles, c'est un peu ce qui se passe toujours avec lui. Et après il a été responsable du centre pendant plusieurs saisons et voilà, il a gardé un bon souvenir de tout ça. Mais du coup, moi je m'aperçois très sincèrement que quand on a la chance de commenter la Ligue 1, on s'attache à différents clubs quand on connaît les clubs de plus près. Moi Bordeaux, j'y suis attaché naturellement. Saint-Etienne, je les suis assez souvent. Je trouve que c'est un club qui est très familial, qui est sain. Et aujourd'hui, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien parce qu'on veut donner une image assez négative du foot et franchement, il y a quand même beaucoup de positifs dans le football et dans notre championnat de France. Non, trop tard, Adrien, on n'aura pas le temps. Dernière et ultime question avant de se quitter. C'est pas forcément une question. C'est pas vraiment la plus importante de la soirée. Oui, voilà. Allez-y. Lundi, on a Margot Dumont. Est-ce qu'il y a une histoire ou un message que vous voulez lui passer ? Une histoire pas vraiment, non, je vais pas la... il veut pas lâcher de dossier. Un dossier. non, je peux pas lâcher de dossier. Non, mais après Margot, c'est voilà,
c'est une jeune journaliste, Margot, qui est pleine d'ambition, qui est pleine de vie, qui aujourd'hui, je pense qu'elle mesure la chance qu'elle a de faire ce qu'elle fait. Elle pensait pas faire autant de bord terrain que ça depuis, ça fait quand même depuis 2 ans là, qu'elle en fait quand même de plus en plus. Et voilà, c'est une nana qui bosse. La difficulté pour les filles d'exister dans ce métier, elle est là. Quoi qu'on en dise, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et elle met tout ça de côté. Alors vous parlerez aussi de ça avec elle. Elle a quand même un petit passé de joueuse aussi. Donc après il faut le savoir. Hein, on peut pas non plus le deviner. Mais voilà, elle a joué au foot à un niveau très intéressant. Même elle a tutoyé la D1 féminine où elle a 1 ou 2 matchs en D1 féminine avec ici les Moulineaux, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est une nana qui est attachante, qui est jeune, qui est pleine d'envie et qu'on est heureux de compter parmi nous au sein de la rédaction de Beansport. Et nous ferons sa connaissance lundi soir dans Gironde Analyse. Après son entraînement. Après l'entraînement, tout à fait. Oui. Pour ceux qui nous écoutent sur le même créneau que vous, 21h20. Non, plus tard. Nous, c'est 22h20. Ah, 22h20, 23h, pardon. Oh là, oui, j'allais prendre une heure à l'avance. L'entraînement, c'est tard. L'entraînement. Parfait, 22h03. Allez, on a un petit peu débordé. Non, mais il n'y a pas de souci. Merci, merci beaucoup. C'était un plaisir. Xavier, merci à vous. Voilà, c'était Il a pu se libérer. un réel plaisir, pardon, c'est l'émotion. Jean-Michel Bestel est parti. Ouais, orthophoniste demain Jean-Michel 10h. Émotion. Jean-Michel Émotion. Alors merci beaucoup Xavier Domergue d'avoir été avec nous ce soir Merci à vous. dans Gironde Analyse. Et puis, ce week-end, vous êtes où? Juste comme ça. Ce week-end, je fais un petit peu de Liga demain. Je fais Séville à Grenade, mais que je fais en studio à Paris. Et je suis à Marseille pour Marseille-Nancy dimanche à 17h. Ça peut sentir bon ça courage. aussi. Ça peut sentir 0-0 ça. Ça peut sentir 0-0. Préparez les anecdotes. On verra. Il va falloir du travail. Parfait. Merci beaucoup Xavier. Bonne soirée Bonne et puis soirée. bon week-end et merci pour Merci votre beaucoup. Je vais disponibilité. retourner à ma raclette parce que je suis attendu. Hein. J'ai des raclettes ce matin. Merci Très froid, beaucoup. ça va. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Un Au revoir. plaisir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Eh ben les enfants, j'ai envie de vous dire Bon client. que Il c'est aime la raclette. donc. que c'est non mais franchement je me suis régalé. Franchement. J'ai kiffé, j'ai envie d'enchaîner, j'enchaîne la pause direct. Ouais, Non mais c'était intéressant De toute façon. on a abordé à peu près tout ce qu'on voulait aborder. En plus, j'ai quelques retours positifs de Déjà. gens Bah, qui écoute, ont c'est aimé parfait. l'interview. Voilà, dites-nous sur le chat si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez trouvé qu'on avait été bien, pas bien, nul. Si on le bidon, reprend la semaine voilà. prochaine. Ouais. Dites-nous si vous voulez qu'on le rappelle la semaine prochaine. Bon, ça va peut-être faire un Va-t-il peu rester serré. dans l'émission? Mais voilà, donc Continuera-t-il on va faire la pause, donnez-nous vos avis et puis on en tiendra compte Est-ce qu'on lui évidemment propose un pour nos- contrat ou pas? pour nos prochaines interviews. Ah oui, là le pauvre, j'espère qu'il Voilà. Qu'il a les allocations avec. Ouais. Enfin voilà, encore une fois merci à lui, c'était vraiment, on s'est vraiment régalé. On va faire la pause messieurs et puis on va revenir en deuxième heure pour la partie, on va revenir à des choses plus classiques dans cette émission, à savoir l'après-match de Bastia, l'avant-match de Lille, j'ai les groupes lillois, les groupes bordelais, il y a quoi, il y a de la Ligue 1, il y a de la Ligue 1, il y a du 3, oula, gros match, 3-2 pour Caen, un doublé de Santini, un but de Caramo. Et le un- jeune, très très jeune. Et un but Caramo, de. 17 ans. Ah ben alors, face à 2 buts bordelais, puisque Pierre Lesmelou et Loïc Diony. Diony. Les ont deux marqué. qui devaient marquer contre Bordeaux, tu vois. Eh ben voilà. que j'avais annoncé. Sauf que Dijon, il reste une demi-heure et Dijon est réduit à 10. Ah. Donc Caen mène pour l'instant 3 buts à 2. Caen qui se Finalement, remet bien ce de sa match- Et il y a plutôt Gilbert pas à mal. Caen. Et il y a Gilbert à Caen qui peut peut-être marquer. Allez, messieurs, on va débriefer tout ça pendant la pause et puis on va faire la pause. On revient dans quelques petites minutes dans Girondin Analyse sur RIG en 90.7 FM et sur RIGFM.fr. À tout de suite.